J'aimerais commencer par un petit préambule qui me tient à cœur, même s'il n'a rien à voir avec la suite. Il s'agit d'un hommage aux éditions Rencontres dont Berthier vient de nous parler, puisque les éditions Rencontres mirent à notre disposition, à nous étudiants, dans les années 70, les œuvres complètes de Maupassant, préfacées par Gilbert Sigaud, les œuvres complètes de Flaubert, correspondance incluse, préfacées par Maurice Nadeau. On retrouve là-dedans des collections extrêmement remarquables, comme la première grande édition de Georges Simenon par Gilbert Sigaud, qui avait été un romancier qui avait obtenu le prix Interallié et qui était devenu une sorte de sérieux préfacier, si vous me prêtez cette formule. Il a publié également les œuvres complètes de Conan Doyle. Les éditions Rencontres ont disparu en 1971 et je n'ai jamais cessé de les regretter. Il y avait en particulier une remarquable collection de romans russes, préfacée par Georges Haldas, qui s'intitulait De Pouchkine à Gorky, où l'on pouvait découvrir des auteurs comme Saltykov-Chédrine, Leskov, Bounine, qui sont des personnages tout à fait remarquables. J'en viens maintenant à l'essentiel, à savoir Guillemin, Zola et le naturalisme. Alors, je vais me coltiner, au fond, l'aspect le plus délicat, puisque le naturalisme a une terrible mauvaise réputation. Le naturalisme, ce sont les fonctions naturelles, c'est la scatologie, c'est le goût du sordide, et c'est surtout un très lourd appareil théorique sur lequel, d'ailleurs, Guillemin va pas mal s'acharner. Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Sociale, ça convient très bien à Guillemin, naturelle, beaucoup moins. Alors venons-en à ces deux noms, Rougon-Macquart. Rougon, c'est une petite ville de Provence, absolument charmante. Macquart, au XIXe siècle, c'est une insulte. Au temps du moteur à crottin, comme disait ma grand-mère, où les chevaux étaient partout, il y avait un équarrisseur dont le nom était particulièrement célèbre et servait d'injure au cocher. Va donc chez Macquart, viande à Macquart, on retrouve ça dans des chansons populaires. Donc Zola a emprunté ce nom injurieux à la rue parisienne. Qui dit histoire naturelle dit hérédité. Et je vais d'abord aborder ce premier problème. Qu'en dit Henri Guillemin, précisément, de cette question d'hérédité? Le thème de l'hérédité aura surtout été, pour lui, Zola, publicitaire. Au fond, selon Guillemin, Zola ne croit pas du tout à tout cela. Ça fait partie de ce qu'il appelle ses façons foraines. À un moment donné, Guillemin se réjouit d'avoir trouvé une formule dans le journal de Goncourt, une conversation entre Zola et Flaubert. Zola dit à Flaubert, mais vous aviez des rentes, moi j'ai dû m'élever très difficilement et j'ai dû donc cultiver une façon de banquisme. Qu'est-ce que c'est que le banquisme? C'est l'acte de cet individu que l'on voit dans les fêtes foraines et qui s'écrit avec un porte-voix « Mesdames et messieurs, entrez sous le chapiteau, vous y verrez la femme à barbe, etc. » Donc, Guillemin va revenir à plusieurs reprises sur cette idée du banquisme de Zola, à savoir de son caractère de publicitaire. Et lorsque Guillemin parle de l'hérédité, il conclut tout simplement « tout cela ne compte pas ». Je crains que l'absence d'intérêt d'Henri Guillemin pour la question ne l'aveugle complètement. En fait, Guillemin, en portant ce jugement, se comporte comme les critiques de sa génération. Exemple, un zolien éminent de ces années-là, qui s'appelait René Ternois, note à propos de l'hérédité les choses suivantes: faribole, déclaration publicitaire encore, et égarement. Et rendant compte dans les cahiers naturalistes que mon ami Alain Pagès dirigea pendant longtemps, de la publication du premier volume des Rougon-Macquart dans la Pléiade, ça remonte à 1960, il note d'une façon qui nous paraît aujourd'hui ahurissante, Armand Lanoux, romancier très sympathique, avait publié une version un peu romancée de la vie d'Émile Zola qui s'appelait « Bonjour Monsieur Zola » et la maison Gallimard lui avait confié en quelque sorte une sorte de garant. C'était une sorte de garant pour cette édition de la Pléiade qui en fait était élaborée par notre saint patron Henri Mitterrand.
Et donc, rendant compte dans ces cahiers naturalistes de ce premier volume, voilà ce que note Ternoy. Armand Lanoux n'a pas perdu son temps à parler de l'hérédité et du roman expérimental et de la trop fameuse documentation. Alors, un spécialiste de Zola qui nous dit, bon, la documentation même, on peut s'en passer, c'est assez surprenant. Alors, pourquoi cette mauvaise réputation? Eh bien, il est question, si vous voulez, d'un problème majeur que l'on peut découvrir dans l'Assommoir, c'est qu'effectivement, la science de Zola est, à cette époque, 1877, extrêmement médiocre. Rassemblez vos souvenirs. Gervaise est abandonnée au début de l'Assommoir. Elle a eu un amant, Auguste Lantier, et avec cet amant, elle a eu 2 enfants, du moins dans l'Assommoir, puisque plus tard, Zola aura besoin, si j'ose dire, de lui en faire un 3e. Les 2 enfants mentionnés dans l'Assommoir sont Claude, le futur héros de l'œuvre, et Étienne, le futur héros de Germinal. Le 3e enfant, dont on nous dira plus tard qu'il était en apprentissage à Lille, c'est Jacques Lantier, le héros de La Bête humaine. Jusqu'ici, pas de problème. Donc elle est abandonnée, puis elle rencontre un couvreur, Coupeau, et avec ce Coupeau, elle a une fille, Anna Coupeau, la future Nana. Alors, petite devinette, à qui ressemble-t-elle? Vous allez me dire, ben, naturellement, elle ressemble à son père et à sa mère. Eh bien, pas du tout. Elle ressemble à Lantier, le premier amant de sa mère. C'est ce que l'on appelle à cette époque l'hérédité par imprégnation et que l'on appellera plus tard la télégonie, autrement dit procréation à distance. Alors où Zola a-t-il été pêché une fantaisie pareille? Eh bien, c'est Michelet, Jules Michelet, historien détesté par Guillemin, on peut le dire, qui l'a mis sur la piste. Michelet n'est pas seulement un historien, il a écrit des livres d'un statut tout à fait original, comme L'amour en 1858 et La femme en 1859. Michelet s'était mis à étudier de très près son épouse, née Athanaïs Bialaret, et ça devient d'une obscénité totale, d'une obscénité totalement sénile, car il enregistre absolument tout ce que fait, à tous les sens du mot, l'épouse en question. Et Michelet va en arriver à cette formule assez singulière qui mérite d'être gravée dans nos mémoires. L'homme est un cerveau, la femme une matrice. Et vous comprenez pour quelle raison il est immédiatement séduit par cette idée de l'hérédité par imprégnation, puisqu'en quelque sorte, ça conforte absolument le tabou de la virginité. Une jeune fille est déflorée par un personnage, et ce personnage va en quelque sorte imprimer sa marque d'une façon définitive. Alors, où Michelet a-t-il pêché cette idée? Nous remontons Zola, Michelet, et Michelet cite le fameux docteur Prosper Lucas, avec cette formule: le premier amour, le premier enfant déterminerait-il l'avenir, et le père de cet enfant étend-il sa paternité à ceux que la femme aura d'un amant, d'un second mari? Observez que Michelet pose cette question, c'est une question, alors que Zola va carrément, lui, adopter cette idée, non seulement dans l'Assommoir, mais auparavant, il l'avait déjà adoptée dans Madeleine Ferrat. Cette idée se trouve dans un ouvrage fondamental sur la question de l'hérédité au XIXe siècle, fondamental dans un certain sens, puisqu'il n'y a pas dans cet ouvrage une seule vérité scientifique. Cet ouvrage, signé par le docteur Prosper Lucas, s'intitule « Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle » et paraît de 1847 à 1850. Alors je crois que nous sommes très peu nombreux à avoir lu cet ouvrage, qui est en réalité une compilation de tout ce que l'on a pu écrire sur l'hérédité à travers les siècles. Hippocrate, Galien, Aristote, Paracelse, tout ce que vous voudrez. Autrement dit, rien de scientifique. Cependant, le docteur Prosper Lucas fait son travail,
un petit travail de recherche, il ignore totalement ce qu'est la science expérimentale, naturellement, et il va donc consulter des gens qui ont quelques raisons de s'y connaître un peu, en particulier les maîtres de Hara. Et c'est là qu'il découvre, ou qu'il croit découvrir, cette fameuse idée de l'hérédité par imprégnation. Alors nous pouvons faire les malins, parce que nous sommes juchés, nous, sur les épaules de Grégoire Mendel, ce moine botaniste qui, en croisant des pois de senteur, a fixé pour la première fois l'idée véritable de l'hérédité. Mais cette hérédité, ces lois de l'hérédité, on ne les redécouvrira qu'au début du XXe siècle. Donc, totale ignorance par Prosper Lucas et par Zola de Grégoire Mendel. Il n'y a absolument rien de scientifique dans cet ouvrage. Cependant, Zola va aussi retenir de Prosper Lucas un certain vocabulaire, inéité, combinaison, mélange et donc hérédité par imprégnation ou hérédité d'influence. Deuxième épisode qui témoigne du fait qu'en réalité, Zola ne s'endort pas sur cette idée, qu'en vérité, il continue à chercher à se documenter. Le deuxième épisode, c'est La bête humaine, qui date de 1890. Et là, Zola va utiliser un ouvrage, lui aussi passablement fantaisiste, signé par Cesare Lombroso, criminologue, ouvrage intitulé « L'homme criminel », publié en 1876 en Italie, et traduit en France en 1887, c'est-à-dire 3 ans avant La bête humaine. Lombroso est un personnage passablement inquiétant, en ce sens qu'il recherche les stigmates de ce qu'il appelle le criminel né, et en particulier pendant la conscription italienne. C'est-à-dire qu'il voudrait repérer les individus qui ont le front bas, les oreilles décollées, le nez épaté, puis il s'intéresse également beaucoup aux doigts de pied, car il a découvert que le criminel né a le pied préhensile. Il en va de même de la prostituée à laquelle il va consacrer tout un ouvrage. Le criminel né, c'est, je cite Lombroso, un monstre qui présente des traits de régression au passé de la race et de l'espèce. Et pour vous donner une idée du caractère extrêmement sympathique de Lombroso, il collectionne les têtes de guillotinés, il en a une trentaine, et il souhaite, par testament, que l'on dissèque son corps et que l'on conserve sa tête dans un bocal de formol, c'est-à-dire qu'avec un minimum de recherche, vous pouvez découvrir la tête de Lombroso dans son bocal de formol en allant sur Internet. Autant vous dire que les Italiens le jugent d'une manière assez singulière et qu'il y a eu à Turin, à l'occasion de la réouverture du Museo Lombroso, des controverses tout à fait remarquables. Il y a eu des comités de quartier qui se sont créés. En fait, ça me paraît très intéressant d'aller visiter un tel musée parce que c'est un moment de la science, évidemment. Évidemment, Lombroso apparaît comme un assez extraordinaire raciste, et tout particulièrement à l'égard des Italiens du Sud, et c'est précisément ce qui fait là-bas polémique. Donc, l'inquiétant docteur Lombroso et sa recherche des stigmates du criminel né, ça pourrait lester la bête humaine d'un poids considérable. En vérité, Zola ne retient presque rien pour cet aspect. Mais il retient une idée fondamentale, c'est-à-dire cette fêlure dont parlera admirablement Gilles Deleuze dans une préface à La bête humaine. Par cette fêlure, effectivement, il y a quelque chose d'atavique qui peut ressurgir, quelque chose de tout à fait primitif, une violence primordiale qui peut ressurgir. Et évidemment, Zola s'éloigne complètement de cette idée qui pourrait conduire à rechercher à l'avance le criminel à partir de traits physiques. Dernier épisode, le docteur Pascal, c'est-à-dire la fin du cycle des Rougon-Macquart, 1893. Et c'est curieusement le moment où Zola se retrouve, à ce moment,
à la pointe des connaissances scientifiques sur l'hérédité. Alors, vous allez me dire, mais c'est assez curieux, en 1893, on n'a toujours pas vent des théories de Mendel que l'on n'a pas encore redécouvertes. Mais Zola lit beaucoup, contrairement à ce qu'affirme une fois, et c'est une formule qui me laisse un peu pantois. Il écrit en effet à propos de la joie de vivre, Zola lit peu. Bon, alors, Zola lit énormément, il se documente de façon considérable. Et il découvre à ce moment-là le point de vue d'un savant qui s'appelle August Weismann, qui introduit la notion de plasma germinatif. Le plasma germinatif, à mes yeux et aux yeux de Jean Rostand par exemple, c'est la préhistoire de la théorie chromosomique, tout simplement. L'idée d'une substance extrêmement fine et complexe, le plasma germinatif, dont une partie reste toujours en réserve dans chaque nouvel être, pour qu'elle soit ainsi transmise, invariable, immuable, de génération en génération. Ce que je viens de vous lire là, c'est du Zola. C'est Zola adaptant August Weismann. À ce moment-là, je le répète, Zola se retrouve à la pointe de la science de son temps, ce que remarquera précisément Jean Rostand et certains savants de son temps. Lucien Queno, Mantegazza, un Italien, vont décorer Zola du titre de grand physiologiste. Alors, me direz-vous, mais pourquoi ce thème de l'hérédité est-il devenu comme une tare pour accabler le naturalisme? D'abord, il faut bien le reconnaître, Zola n'est pas seul à parler de l'hérédité. Nombre d'individus, en son temps, en ont parlé. Les Goncourt dans Charles de Mailly, Rosny dans Le Termite, et Maupassant dans Pierre et Jean, etc. Mais même en dehors de la France, prenons Ibsen, le plus grand dramaturge de son temps, Henrik Ibsen, dans Les Revenants. Qu'est-ce que Les Revenants, sinon précisément l'hérédité? Dans Le Canard sauvage, même chose. Alors, en fait, on accable Zola à cause des nombreux médicastres qui ont parlé de l'hérédité à cette époque. Quelques exemples. En 1877, c'est-à-dire l'année de l'Assommoir, un Américain qui s'appelle Richard Dugdale publie à New York une étude sur une famille qui s'appelle la famille Jukes. Ce sont les descendants d'un certain Max Jukes. Il a repéré 700 descendants, parmi lesquels 76 criminels, 128 prostituées, 18 patrons de bordel et 200 miséreux. Le sommet est atteint en 1912, 10 ans après la mort de Zola, par un certain Goddard, un Américain toujours, qui publie une étude sur une famille qu'il a baptisée la famille Kallikak. Kallikak, pour les hellénistes parmi vous, c'est fondé sur Kalos, beau, et Kakos, laid. Eh bien, la famille Kallikak, c'est exactement cette même idée de deux branches, un individu qui va conduire au pire truand et une quakeresse qui va conduire à la vertu. En vérité, on a essayé de compromettre Zola dans ce type de fantaisie. Max Nordau. Max Nordau, c'est un individu qui va faire un certain bruit à la fin du XIXe siècle. C'est l'auteur d'un volume intitulé Entartung, traduit en français par Dégénérescence, en 1896 et 1899. Et que dit Max Nordau? Il prétend tout simplement que Zola a simplement plagié un de ces individus qu'il désigne. C'est le docteur Paul Aubry, de Saint-Brieuc, qui a publié toute une étude sur la famille Kerangal, famille bretonne. Le titre du volume en question c'est tout simplement « La contagion du meurtre ». Ça a été publié en 1887. Et voici ce que dit Max Nordau pour accabler Zola. Zola lui a emprunté tous les détails de son plan, toutes les figures de ses 20 romans. Donc l'idée d'un Zola plagiaire reparaît de façon tout à fait grotesque, puisque, comme vous venez de le constater, l'étude dont je vous parle a été publiée en 1887.
Max Nordau, au passage, fait de Zola ce qu'il appelle un dégénéré supérieur. C'est-à-dire qu'il est extrêmement préoccupé par cette alliance singulière de la folie et du génie. Je note au passage que dégénéré supérieur, c'est aussi de la terminologie de Cesare Lombroso, qui est non seulement l'auteur de L'homme criminel, mais aussi de L'homme de génie, publié en 1877. Le deuxième élément qui permet d'accabler Zola et le naturalisme, c'est le scientisme. Qu'est-ce que le scientisme? C'est une manière de science totalitaire, une façon de considérer que la science, bientôt, pourra tout éclairer, tout expliquer. Et il y a une formule qui, évidemment, est extrêmement gênante et qui va servir d'épigraphe à la première édition, j'insiste, de Thérèse Raquin, publiée par Zola. C'est une formule signée Hippolyte Taine, que voici: le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le sucre. Je précise que Zola, dès la deuxième édition, fera disparaître cette formule, dont il convient de rappeler la suite. Le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le sucre, et toute donnée complexe naît par la rencontre d'autres données plus simples dont elle dépend. Ça n'améliore pas véritablement l'idée. Cette phrase se trouve dans l'introduction de l'histoire de la littérature anglaise d'Hippolyte Taine. Taine essaiera de se justifier dans le journal des débats du 19 décembre 1872. Il a voulu, dit-il, parler de produits moraux, que des éléments moraux créés par leur assemblage. Bon, ça, comme je vous le disais, ça n'arrange pas vraiment les choses. D'autre part, autre élément de ce scientisme, Zola est encore un peu assujetti à la fameuse médecine des tempéraments. Vous vous en souvenez, le sang déterminant le tempérament sanguin, la lymphe déterminant le tempérament lymphatique, la bile déterminant le tempérament bilieux, et l'atrabile, le tempérament atrabilaire, ou, si l'on veut parler grec, la mélancolie. Il faut ajouter à ces 4 tempéraments un 5e tempérament qui a été initié par un aliéniste de la fin du XVIIIe siècle, le grand Pinel, le tempérament nerveux. Et de fait, que fait Zola dans Thérèse Raquin? Vous pouvez vous en souvenir éventuellement en évoquant l'adaptation qu'en a donnée Marcel Carné. Il met en scène Thérèse, une femme nerveuse, en présence, donc Thérèse jouée par Simone Signoret dans le film de Carné, en présence d'un mari qui est en fait son cousin et qui est un lymphatique, joué dans le film de Carné par Jacques Duby, et un amant, un sanguin, joué par Raph Wallon dans le film de Marcel Carné. Alors ces éléments réunis dans une sorte de lieu clos doivent produire un certain résultat, et évidemment la critique, au fil des temps, va considérer qu'il y a là quelque chose de beaucoup trop lourd, beaucoup trop gênant. Comment justifier Zola? Tout simplement en observant que Zola combat le spiritualisme triomphant de son temps. Le spiritualisme est partout. Souvenons-nous que dans le domaine philosophique, par exemple, le grand maître des études philosophiques s'appelle Victor Cousin, et il est à la tête de ce qu'il appelle lui-même son régiment. C'est-à-dire qu'il ne fait nommer dans les différents postes de professeurs de philosophie en France que des spiritualistes. On a une sorte d'horreur du matérialisme. Or, le naturalisme est un matérialisme. Et évidemment, Zola a tendance à opposer le Sorbonnard en chef de cette époque, dont le nom est parfaitement oublié, Helme Caro, C-A-R-O, qui avait d'ailleurs tout un public féminin que l'on appelait les Carolines. Helme Caro, qui est un spiritualiste, un mondain, etc., il l'oppose à Littré. Littré qui, dit Zola, n'est rien, pas même académicien, alors qu'il est, lui, le vrai savant, animé
par l'âpre recherche du vrai. Dernier point sur lequel je suis obligé d'insister, c'est le roman expérimental. Alors là, on a l'impression que les bras de Guillemin lui tombent. Je le cite. « Plutôt navrante sa profession de foi. Ses meilleurs amis, dont je suis, moi Guillemin, en rougissent. Il est manifestement impossible de fournir une interprétation défendable au mariage sous sa plume de ce substantif et de cette épithète. Roman expérimental. » Bon, ce serait l'oxymore par excellence. Et Guillemin ajoute « Inutile de refaire une démonstration trop facile. » Alors il livre quelques citations pour accabler Zola, avant de conclure par cette formule « un voile vite ». Alors est-ce une bonne méthode que de voiler ce qui nous gêne? Alors là, sur ce terrain, il faut bien reconnaître que le point de vue de Zola n'aura pas un énorme succès. Les gens qui l'entourent, ses amis, les médanistes dont nous parlerons dans un instant, ne vont pas véritablement le suivre et adopter cette formule de roman expérimental. Il y a parmi ces médanistes un ancien carabin, il a fait de brèves études médicales, c'est Henri Chéard, et Henri Chéard lui dit « mais ça ne peut pas marcher, il faudrait prendre par exemple un alcoolique, l'isoler complètement, lui faire boire une quantité d'alcool à un certain rythme. On ne peut pas expérimenter sur le vivant. » Mais jamais Zola n'a dit une chose pareille. En fait, les critiques de cette époque, et les critiques d'aujourd'hui quelquefois, n'ont pas lu Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale. Claude Bernard distingue en effet méthode expérimentale et expérimentation dans le volume que je viens de citer, qui date de 1865. Je cite Claude Bernard, un naturaliste au sens scientifique, qui observe des animaux dans toutes les conditions de leur existence et qui tire de ces observations des conséquences qui se trouvent vérifiées et contrôlées par d'autres observations. Ce naturaliste emploiera la méthode expérimentale quoi qu'il ne fasse pas d'expérimentation. Autrement dit, il s'agit d'un système d'observation. Et par exemple, observer un alcoolique ou observer le comportement des alcooliques, c'est parfaitement conforme à cette méthode. De plus, Claude Bernard qualifie d'expérience des faits que la nature produit sans intervention du physiologiste. Et il prend un exemple resté célèbre, c'est l'exemple du nerf facial coupé. Il peut être coupé, ce nerf facial, par un coup de sabre, surtout à cette époque, ou il peut être coupé à cause d'une carie du rocher. Autrement dit, on peut tout simplement conclure à partir d'éléments que la nature nous a donnés. La médecine possède de véritables expériences, dit Claude Bernard, bien que ces dernières soient spontanées et non provoquées par le médecin. Zola s'est donc autorisé à emprunter le vocabulaire de Claude Bernard. Évidemment, cela peut prêter à sourire, ça ne convaincra pas, je le répète, les gens qui l'entourent, mais néanmoins, ça n'est pas aussi accablant que le prétend Guillemin. Ajoutons enfin, pour terminer sur ce point particulier, que Zola lui-même, à la fin des Rougon-Macquart, à l'époque de la fin des Rougon-Macquart, prend un peu ses distances avec tout ce qu'il a développé jusqu'alors. Certes, il s'est constamment documenté, mais il en arrive à déclarer au cours d'un discours qu'il fait devant de jeunes étudiants « Nous n'avons juré que par la science qui nous enveloppait de toutes parts. Nous avons vécu d'elle en respirant l'air de l'époque. À cette heure, je puis même confesser que personnellement, j'ai été un sectaire en essayant de transposer dans le domaine des lettres la rigide méthode du savant. » Discours au banquet de l'Association générale des étudiants, le 28 mai 1893. J'aborde maintenant rapidement un autre aspect de cette question. Dans sa préface à Peau-Bouille, qui date de 1882,
Guillemin évoque la sombre année 1880 pendant laquelle Zola a perdu sa mère et son cher patron, Gustave Flaubert. 1880, c'était effectivement la mort de Gustave Flaubert. Mais il y a en cette année un événement capital auquel il ne consacre qu'une seule ligne, à savoir la publication des Soirées de Bédan. Qu'en dit-il? Cette gerbe de contes où les jeunes naturalistes se groupent autour du chef d'école. Je dirais, pour simplifier, que Guillemin n'apprécie pas le naturalisme en tant que mouvement. La littérature n'est pas pour lui un phénomène collectif. Et c'est pourtant un élément très important. Voyons un peu ce qu'il dit des individus qui se sont précisément groupés autour de Zola pour ces Soirées de Bédan. Paul Alexis d'abord. Il le cite souvent avec un intérêt véritable. Il le salue à plusieurs reprises. Alexis est en effet l'auteur de la première grande biographie de Zola. C'est vraiment une source de première main, intitulée « Émile Zola, note d'un ami ». Le deuxième, Henri Séhard, est cité une fois, mais ça n'est pas une citation très chaleureuse. Et Guillemin passe à côté, me semble-t-il, d'une des nouvelles qui est la meilleure illustration de sa thèse sur la défense de Paris en 1870. Vous vous souvenez de la grande idée de Guillemin, à savoir que la défense de Paris, c'est un simulacre, on fait semblant. Et ce qui intéresse surtout la défense de Paris en question, c'est de se protéger des prolétaires. Eh bien, c'est peu ou prou ce qu'écrit Séhard dans sa nouvelle intitulée « La saignée », qui raconte une sortie d'ailleurs à laquelle Séhard lui-même, qui était un moblo, il faisait partie de la garde mobile a priori sédentaire, il avait tout de même effectué une sortie sur Joinville et il avait vu le feu. Donc la saignée, Guillemin n'en parle pas. Léon Hénique, vous en souvenez, c'est quelqu'un qui va survivre très longtemps, il sera encore là en 1932, il votera contre Céline, et il ne veut pas de Céline, comme il n'a pas voulu de Proust quelques années plus tard. Il a voté contre Proust et il a voté contre Céline. Et enfin, Maupassant. Enfin, non, pas enfin, puisqu'il faudra également que j'évoque Huysmans. Maupassant, Guillemin le déteste, mais absolument. Voici ce qu'il écrit à propos de Maupassant. Un grand écrivain? Point d'interrogation. Certes pas. Ses romans écrits à la diable sentent le factice. Un Simon est autrement doué que lui. Simon qui aura peuplé notre monde par centaines de créatures inventées et prodigieusement vivantes. Alors, je suis un peu gêné parce qu'effectivement, je partage le point de vue de Guillemin. J'ai la plus grande admiration pour Simon. Mais enfin, Une vie de Maupassant, Bel ami de Maupassant, Pierre et Jean, etc., ce sont des œuvres très remarquables. Alors pourquoi tant de haine? Parce que Maupassant, c'est l'homme sans Dieu, c'est le taureau triste, c'est la formule de Taine, c'est l'homme de l'alcôve, c'est le dévergondé absolu. Et Guillemin s'indigne à l'évocation d'une fameuse lettre où, je cite, « Vérolé, Maupassant savoure l'idée qu'il contamine ses partenaires ». Alors voilà du lourd, effectivement. Et cette lettre, à Robert Pinchon, un ami de Maupassant, existe bel et bien. Alors, ça me pose évidemment un problème. Faut-il la prendre au pied de la lettre, si j'ose dire? La biographe de Maupassant, Marlowe Johnston, parle de vantardise, de bravade. Alors, comme nous sommes entre grandes personnes, je vais vous lire le texte en question, qui est absolument odieux, c'est vrai, vous allez le voir, mais il faudra se faire une idée. Voici ce qu'écrit Maupassant. « Alléluia, j'ai la vérole. Par conséquent, je n'ai plus peur de l'attraper. » On s'arrêtait là, à une certaine époque. On censurait toute la suite. Et Maupassant poursuit, Guillemin a eu connaissance de la suite, « Et je baise les putains des rues, les rouleuses des bornes, et après les avoir baisées, je leur dis j'ai la vérole. Et elles ont peur,
et moi je ris, ce qui me prouve que je leur suis bien supérieur. Alors, si c'est de l'humour, c'est vraiment du très lourd. Hein. Et je crois qu'il faut le reconnaître, je crois effectivement, hélas, que c'est de l'humour de corps de garde. Alors, comme je n'imagine pas Guillemin en train de chanter des chansons de corps de garde, des chansons paillardes, je crois qu'il ne pouvait pas admettre une chose de cet acabit. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que Maupassant plaisante? C'est la suite. Qu'écrit-il ensuite à Pinchon? Mais à ce propos, toi qui as couché avec moi cet été, surveille-toi, mon bon, tu pourrais bien l'avoir. Bon, je vous laisse évidemment choisir votre idée à ce sujet. Le dernier, c'est Huysmans, que Guillemin appelle familièrement Gica, et dont il cite les jugements avec une évidente sympathie. Je suis tout à fait étonné qu'il ne lui ait jamais consacré un article. Il en parle à plusieurs reprises, Berthier nous l'a signalé, il en parle encore dans Claudel et son art d'écrire. Claudel dit en effet qu'il a croisé à 2 reprises Huysmans à Ligugé, mais pas d'article sur Huysmans. Guillemin, qui est donc particulièrement discret dans l'évocation de ce que l'on appelle souvent la première génération naturaliste, les médaniens ou les médanistes, va devenir beaucoup plus bavard lorsqu'il évoque le Manifeste des 5, qui date de 1887. Admettons tout de suite qu'il ne s'intéresse guère à ces 5 écrivains, qui sont pourtant des pointures. Il y a là-dedans Lucien Descaves, qui est le père Descaves, qui va survivre, lui, très longtemps, et qui sera le dédicataire de Mort à crédit de Céline. C'est à Lucien Descaves que Céline dédiera Mort à crédit. Gustave Guiche, Paul Marguerite, le frère de Victor, fils du général Marguerite, Paul Bonnetin, dont Guillemin nous rappelle incidemment que son seul titre de gloire serait un livre qu'il n'a manifestement pas lu, qui s'appelle Charlot s'amuse, consacré à la masturbation, ce qui a valu à Bonnetin de se faire immédiatement surnommer Bonnemain, ou du Poignet, par Léon Blois. Mais en fait, c'est un écrivain très intéressant. La preuve, c'est que les cahiers naturalistes lui ont consacré un dossier. Charlot s'amuse, c'est du naturalisme survitaminé, incandescent, dont on ne sait pas trop d'ailleurs s'il n'est pas un peu parolique. En tout cas, il mérite mieux que le mépris que lui manifeste Guillemin. Et enfin, Rosny, l'auteur de La guerre du feu. Et je m'aperçois à ce moment-là, en regardant les choses de plus près, que Guillemin se trompe de Rosny. Il y a eu 2 Rosny, Rosny aîné et Rosny jeune. Voici ce que dit Guillemin. Justin Bouex, en littérature, Jean Rosny. Non, Jean Rosny n'a jamais signé, enfin, c'est une signature qui n'apparaît pas. En fait, Rosny aîné se prénomme Joseph-Henri. Et c'est le cadet, Rosny jeune, qui se prénommait Séraphin Justin. Autrement dit, Guillemin confond l'aîné avec le jeune. Alors peu importe, me direz-vous, puisque Guillemin les considère comme 5 saligots. Ce qui l'intéresse, c'est de désigner Goncourt et Daudet à la manœuvre. Il se fonde d'ailleurs sur une phrase pertinente de Huysmans, tout ça sans le hors-Paris. Le hors-Paris, c'est-à-dire Champ-Roset, c'est-à-dire Daudet. Mais on pourrait dire aussi bien le hors-Paris, c'est-à-dire Auteuil, c'est-à-dire le grenier des Goncourt. Nous savons aujourd'hui, en fait, que si le manifeste a pu réjouir Goncourt et Daudet, ils ne l'ont pas provoqué. Guillemin finit, après 4 pages consacrées à ce qu'il appelle cette stupéfiante ignominie, par conclure que le manifeste comble les vœux de Goncourt et Daudet, même s'ils n'y ont pas mis la main. Mais enfin, 1 ligne pour les médanistes, 4 pages pour le manifeste, c'est évidemment très curieux. Reste que Guillemin a parfaitement compris que le naturalisme, c'est une exploration complète de la société. Si nous sortions dans la rue en 1880, nous croiserions des militaires, des curés, des prostituées, des étudiantes, comme dit Littré, étudiante selon Littré, fille à étudiant, écoliers et étudiants. Or, ce sont les domaines précisément que la littérature naturaliste va
précisément exploré avec une attention particulière. Alors, évidemment, je n'ai pas le temps de m'étendre sur tous ces points, mais je n'évoquerai qu'un seul cas assez particulier. Guillemin dit « Le prolétariat parisien, les hommes politiques, les grands bourgeois, les paysans, les hommes de la bourse, les artistes et les militaires ont chacun dans les Rougon-Macquart un roman à eux consacré. Il y a dans cette galerie un absent, le clergé, car le grand prélat du rêve n'est qu'à peine esquissé. » D'accord. Et l'abbé Mouret n'est pas là, si j'ose dire, esqualité, mais pour une toute autre question concernant la sexualité. Encore d'accord. Mais Guillemin escamote carrément un roman qu'il n'aime pas, mais alors pas du tout, c'est La conquête de Plassans, 1874, qui est bel et bien le roman du curé. Et je soupçonne Guillemin de ne guère apprécier la progression de l'anticléricalisme chez Zola. Vous allez me permettre une vulgarité, mais c'est une vulgarité mnémotechnique, vous allez comprendre pourquoi. Il y a 3 personnages de curés ou de religieux qui, dans l'œuvre de Zola, font date. Ovide Faujas, le héros de La conquête de Plassans. Archangias, l'ignorantin qui apparaît dans La faute de l'abbé Mouret. Et Gorgias, le personnage sodomite et assassin qui apparaît dans Vérité. On pourrait donc tout simplement les appeler les 3 dégueulasses, Faujas, Archangias et Gorgias, ça se graverait bien dans nos esprits. Alors, je vais simplement aller, oui j'ai encore 1 ou 2 minutes, évoquer le combat anticlérical. Guillemin, c'est l'histoire des catholiques français au XIXe siècle, mais évidemment, à ce degré d'anticléricalisme qui va progressivement se développer et devenir d'une virulence toute particulière à la fin, et il y a de bonnes raisons pour cela. Je ferai circuler tout à l'heure cette petite gravure où l'on voit le diable, Satan, dont Berthier nous parlait tout à l'heure. Vous vous en souvenez, Zola, c'est Satan. On voit le diable en train de distribuer des prix, distribution de prix à l'école sans Dieu. Et le premier, celui qui reçoit le prix d'honneur, c'est Zola. Derrière lui, il y a Clémenceau. Derrière lui, il y a Bismarck. Derrière lui, Yves Guyot, Picard, etc. Eh bien, Guillemin, en face de cette virulence, manifestement souffre. Or, cette virulence, elle a du sens. Je vous rappelle brièvement ce qui s'est passé sous le Second Empire, dans une fameuse affaire qui a défrayé la chronique, l'affaire Edgardo Mortara. C'est une affaire qui a éclaté dans les États du Pape, à Bologne précisément. Il s'agit d'une famille juive, les Mortara. Ils ont un petit enfant. Et en 1858, cette affaire va éclater car tout simplement le grand inquisiteur de Bologne va apprendre que la bonne catholique des Mortara, alors que l'enfant était menacée de mort, l'a ondoyé. C'est-à-dire qu'elle a pratiqué sur lui une forme rudimentaire du baptême afin que l'enfant n'errera pas dans les limbes s'il venait à mourir. Et que fait le grand inquisiteur? Il convoque aussitôt la maréchaussée. Et le 23 juin 1858, la maréchaussée débarque chez les Mortara, enlève littéralement Edgardo Mortara, qui est devenu un petit chrétien, et évidemment, Edgardo Mortara disparaît. Et l'Église, avec la bénédiction du pape Pie IX, va l'élever. Edgardo Mortara va devenir prêtre. Il est mort en 1940 dans une abbaye belge qui s'appelle Bressou. Alors, les anticléricaux, les spécialistes de l'anticléricalisme à cette époque, Marie-Louise Gagneur, dont je me suis occupé, c'est une jurassienne qui a écrit un volume intitulé « La croisade noire », évidemment, développe très largement une telle idée. Et ça va justifier la violence de Zola. Je voudrais simplement dire, en terminant, là je crois que je suis en train de dépasser mon temps, ce que Zola écrit à propos d'Ovide Faujas, le héros de La conquête de Plassans. Il reprend là, évidemment, tous les grands clichés de l'anticléricalisme. Ovide
Faujas est envoyé par le gouvernement pour circonvenir les bourgeois de Plassans et pour les rallier au gouvernement de Napoléon III. Or, il joue donc un rôle puissamment politique, mais il va aussi s'impatroniser dans une famille et dominer les femmes de la dite famille. Voici ce qu'écrit Zola: « La ville fut positivement terrifiée en voyant le maître qu'elle s'était donné grandir ainsi démesurément, avec la défroque immonde, l'odeur forte, le poil roussi d'un diable. Faujas séduit malgré tout les pénitentes, et l'une d'elles fait observer: « Ma chère, j'avais tort en voulant qu'il se parfumât. Je m'habitue, je trouve même qu'il est beaucoup mieux. Voilà un homme. » Alors, Faujas est un chaste. Donc, il n'essaie pas de coucher avec ses paroissiennes, mais néanmoins, il les domine absolument. Et ça, c'est une des obsessions du XIXe siècle. Michelet, qui a écrit un livre fameux sur cette idée de la présence du prêtre dans la famille, rappelle à tous les hommes qu'ils doivent se méfier du confessionnal, parce que dans le confessionnal, le prêtre peut circonvenir nos femmes et nos filles. Et rappelons quand même cette autre formule de Zola, qui devait fortement déplaire au vieux Tala, puisque nous sommes à l'école normale supérieure qui était Guillemin. Voici ce qu'il écrivait en 1872. « Il vient parfois du confessionnal un chuchotement léger, un soupir d'allégresse. C'est une pénitente que la grâce pénètre et qui monte au ciel. Les autres, impatientes, frémissent de désir, et quand le tour de l'une d'elles est venu, elle s'approche à petits pas, le sein battant, avec le sourire vague d'une femme qui va dans l'alcôve de Jésus. » À la fin de sa vie, dans Vérité, Zola, par le truchement de Marc, un des enfants de Pierre Froment dont on a parlé, rêve de l'instruction qui finira enfin par balayer, je cite, « les dogmes ineptes de l'Église avec son enfer, son paradis, sa doctrine de mort sociale ». Et je vous rappelle que Guillaume, le frère de Pierre, déjà dans Paris, rêvait à une seule chose, faire sauter le Sacré-Cœur. Je m'arrête là, j'aurai encore beaucoup à dire, en particulier en vous parlant de ce que Guillemin appelle le secret de Zola, mais je réserve la révélation du secret de Zola, si vous le permettez, à notre discussion de tout à l'heure. Merci à vous.